Les thèmes de ce mardi, 11 mai, retraite. Travailler plus longtemps ne suffira pas à combler les déficits. Ce sont les prévisions plutôt inquiétantes émises par le Conseil d'orientation des retraites. On en parlera avec son président, Raphaël Hadas-Lebel. Inauguration aujourd'hui du centre Pompidou de Metz par le président Nicolas Sarkozy qui a évoqué à cette occasion une nouvelle renaissance lorraine. Notre invité, l'ancien ministre de la Culture actuellement à la tête du château de Versailles, Jean-Jacques Ayagon. Et puis à la veille du 63e Festival de Cannes, la polémique enfle autour du film de Rachid Bouchareb hors la loi sur fond de guerre d'Algérie. C'est le débat du 22h. Voilà pour l'ensemble des thèmes que nous développerons ce soir et pour tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Vous le savez maintenant, c'est en images avec Fabrice Cunet. C'est le premier pas vers l'interdiction de la burqa. Les députés ont adopté ce soir la proposition de résolution UMP sur les pratiques attentatoires aux valeurs de la République. Si les Verts et les communistes n'ont pas pris part à ce vote, le PS, lui, a voté pour, mais je cite, sans illusion, sur les intentions de la majorité derrière ce texte. Le projet de loi définitive d'interdiction sera présenté le 19 mai en Conseil des ministres, avant un passage au Parlement en juillet et septembre, où les débats s'annoncent beaucoup plus tendus. Au Sénat, ça coince aussi. C'est la réforme des collectivités locales qui pose toujours problème. Plus précisément, la création des conseillers territoriaux. À terme, ils doivent remplacer les conseillers généraux et régionaux pour une réduction de moitié du nombre d'élus. Faiseurs de majorité sur les textes, les centristes ne sont plus vraiment convaincus. Il n'y a aucune raison tout d'un coup de tout d'un coup être rejeté ou d'être laissé pour compte ou alors, j'allais dire, d'être traité avec condescendance et qu'on nous laisse quelques miettes pour nous faire accepter un système qui ne nous paraît pas bon. Le Premier ministre Gordon Brown a annoncé qu'il présentait sa démission à la reine et qu'il abandonnait immédiatement ses fonctions à la tête de son parti. C'est la conséquence directe de sa défaite aux récentes élections, mais surtout de l'échec de ses négociations avec les travaillistes. La première ville française a bénéficié de la décentralisation d'une institution culturelle majeure. Metz, la ville de Metz, mise sur le centre Pompidou, ouvert dès demain. Notez-le au grand public pour renouveler son image. On va en parler dans un instant. Il est là avec nous, notre invité Jean-Jacques Ayagon. Mais d'abord, on va regarder ensemble les probables conséquences de cette inauguration, justement sur la ville de Metz. Regardez, c'est un sujet de Marie Brémaud. Des dizaines de journalistes venus des quatre coins du monde en capitale lorraine, c'est l'effet décentralisation du centre Pompidou. Les grands peintres et leurs chefs-d'œuvre arrivent au chevet d'une ville en manque de reconnaissance. On a souvent l'habitude de considérer que Metz est une ville sidérurgique et plutôt sinistrée, alors qu'on ne la connaît pas. Et le centre Pompidou est une opportunité exceptionnelle pour révéler ce qu'est la ville. La culture comme garantie de développement économique d'une région, le président des centres Pompidou assume cette responsabilité avec à l'esprit l'exemple du musée Guggenheim à Bilbao. Cette institution, elle s'inscrit dans la filiation de Bilbao. Il y a eu, depuis la fin des années 80, d'ailleurs le premier ça a été la Tate à Liverpool en Angleterre, une volonté de faire participer les musées à la redynamisation de régions économiquement déshéritées. Et bien entendu, le centre Pompidou-Metz, il est l'héritier de cette filiation. L'enjeu est de taille pour les différentes collectivités locales qui ont financé le projet à hauteur de 90% et qui vont assumer les frais de fonctionnement du musée. Elles attendent donc un retour sur investissement et comptent développer les alentours du centre qui se résument aujourd'hui à des terrains vagues. Nous allons autour du centre Pompidou-Metz développer donc à travers une zone d'aménagement concertée donc un nouveau quartier qui s'appelle le quartier de l'amphithéâtre donc qui va accueillir de grandes signatures de l'architecture pour du commerce, des bureaux de l'habitat et puis également donc un centre des congrès. Mais ce nouveau quartier tarde à émerger. Le centre Pompidou à Metz est à l'origine de cette idée. Notre invité, Jean-Jacques Ayagon, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous avez été le président du centre Georges Pompidou à Paris. Vous avez été ministre de la Culture et aujourd'hui vous présidez le château de Versailles. D'abord, petit retour dans le passé. Quand vous avez proposé cette idée, comment elle a été reçue ? Elle a été reçue avec beaucoup d'enthousiasme. Quand j'ai lancé l'idée de créer en région une antenne permanente du centre Pompidou, j'ai fait un tour de France. J'ai consulté, j'ai testé divers maires sur leur intérêt pour cette proposition. Tous ont marqué beaucoup d'intérêt et parfois même de la passion pour ce projet,
mais c'est le maire de Metz de l'époque, Jean-Marie Rauch, qui le premier a dit moi, je me lance dans cette affaire et j'en fais mon affaire. Alors Metz, on rappelle que c'est une ville dont vous êtes originaire, on l'a souvent appelée la belle endormie. Est-ce que l'objectif là, c'est de la réveiller, c'est un sursaut, c'est un rebond qu'il lui faut ? Écoutez, ce sera peut-être une des belles conséquences de la création de l'ouverture du centre Pompidou-Metz que d'apprendre à nos concitoyens, et puis également à l'Europe tout entière, à reconsidérer cette ville. C'est l'une des plus belles villes de patrimoine de notre pays. Et vous le dites pas seulement parce que vous êtes originaire de Metz. Bien sûr, ce serait ridicule. D'abord, vous savez, je suis né à Metz, mais j'ai quitté Metz il y a longtemps. Mais néanmoins, ayant beaucoup voyagé dans notre pays, je sais à quel point le patrimoine de cette ville est riche. Et donc j'espère qu'au-delà du centre Pompidou, les visiteurs apprendront également à regarder la cathédrale Saint-Étienne, le musée qui a une collection archéologique formidable, le FRAC de Lorraine, de la région Lorraine. Il faut aller à Metz. Il faut aller à Metz. Metz qui a beaucoup souffert, on l'a vu dans ce sujet. Il y a évidemment, elle a souffert de la crise comme d'autres villes, mais aussi des restructurations militaires. Donc c'est une vraie bouffée d'oxygène aujourd'hui. C'est une bouffée d'oxygène dans une région qui a été endolorie par toutes les mutations de la deuxième moitié du XXe siècle. Mais c'est également une région de gens courageux qui ont envie de se battre et de s'en sortir. Alors le centre Pompidou de Metz, c'est pas seulement des mètres carrés en plus, et c'est pas non plus un déversoir du trop-plein de ce qu'il y a à Paris. C'est pas ça. Non, mais écoutez, ça aurait été une triste chose, en effet, que de considérer que parce qu'il y avait trop de choses à Paris, on allait mettre le secondaire à Metz et garder le meilleur pour Paris. Là, le projet, c'était de faire en sorte que le meilleur aille également à Metz, de façon à ce que cette antenne du centre Pompidou soit aussi convaincante que la maison mère de Paris. Aussi convaincante, évidemment, mais de toute façon, l'objectif, c'est pas de concurrencer la maison mère de Paris. Qu'est-ce qu'il peut avoir de plus, de différent, même de plus attachant, ce centre Pompidou à Metz ? Écoutez, le contexte est autre. Le bâtiment est un bâtiment beaucoup plus tendre. Le bâtiment de Piano et Rogers à Paris est un bâtiment très technologique. Le bâtiment de Shigeru Ban et Jean de Gatine à Metz est un bâtiment tout en douceur, tout en rondeur, un bâtiment beaucoup plus féminin, alors que celui de Paris est très masculin. C'est un peu caricatural ce que je dis. D'autre part, j'espère en tout cas que le centre Pompidou-Metz saura prendre en compte les réalités artistiques de la région et de la grande région. On est là au contact de l'Allemagne, du Luxembourg, de la Belgique. Et donc d'emblée, cette institution a une portée internationale beaucoup plus grande. Ce sera peut-être là sa singularité. Et Jean-Jacques Ayagon, à Metz, c'est la première décentralisation effective d'un chantier culturel. Mais il y a d'autres chantiers. Il y a notamment le Louvre à Lens et puis il y a aussi le Louvre à Abu Dhabi. Est-ce qu'il y a des aspects négatifs à ces transferts? Non, écoutez, je crois que dans l'initiative... Ça a fait couler pas mal d'encre, en tout cas celui d'Abu Dhabi. Dans ce genre d'initiative, il y a toujours, je crois, une énergie positive. Le centre Pompidou-Metz et le Louvre-Lens reposent sur le même principe, celui d'une décentralisation dans un esprit de service public. On a parfois comparé ces initiatives à celles du Guggenheim à Bilbao. Ce sont des initiatives d'une toute autre nature. On va juste rappeler pour les téléspectateurs qu'il y a eu une implantation de l'annexe du Guggenheim new-yorkais qui s'est fait à Bilbao et depuis il y a eu des conséquences touristiques et économiques incroyables. Bien sûr, mais là le processus à Bilbao est vraiment commercial, c'est une franchise. C'est-à-dire que le Guggenheim a vendu sa marque, il a loué ses collections. Au centre Pompidou-Metz, au Louvre-Lens, on est dans un processus de service public. Les collections nationales sont mises à la disposition de collectivités locales pour animer un grand projet en région. C'est tout à fait autre chose. Donc vous encouragez ces décentralisations d'institutions culturelles. Il y en aura d'autres? Écoutez, moi j'y crois. J'en ai fait, vous savez, dans toute ma vie professionnelle, à la fois comme président du Centre Pompidou, comme ministre de la Culture, je me suis engagé à fond dans la décentralisation. Je crois qu'aujourd'hui, l'une des missions les plus centrales de l'État quand il s'occupe de culture, donc du ministère de la Culture, c'est de promouvoir l'aménagement culturel du territoire de façon à ce que partout, la culture soit une réalité vivante pour les Français. Jean-Jacques Ayagon, on l'a dit, vous avez été ministre de la Culture, vous avez été président du Centre Georges Pompidou et vous êtes aujourd'hui à la tête du château de Versailles. Votre mandat à la tête du château se termine le 7 juin, vous êtes candidat à votre succession et vous êtes plutôt confiant. Je ne suis pas pessimiste. Je crois que j'ai, au cours des 3 premières années de ma mission à la tête du château de Versailles, accompli un bon bilan. En tout cas, on s'accorde en général. On va peut-être rappeler les records de fréquentation. 6 millions de visiteurs par an pour le château et près de 10 millions pour l'ensemble du site. Tout à fait. Une programmation d'expositions, de concerts de très très haut niveau, des audaces également comme les expositions d'art contemporain, des chantiers de restauration très nombreux, un mécénat qui a atteint des niveaux jamais atteint dans cet établissement, donc l'un dans l'autre, un bon bilan, donc je fais confiance. Voilà, donc vous avez de très bons arguments pour balayer les rumeurs, notamment concernant l'arrivée. On en avait entendu parler de l'ancien ministre Xavier Darcos. Oui, mais écoutez, j'ai eu au cours des derniers mois beaucoup de candidats à ma succession, et puis bon, écoutez, je fais confiance.
Je fais confiance au ministre de la Culture et au président de la République. Merci beaucoup Jean-Jacques Ayagon d'avoir été notre invité. La suite du 22h, séquence cinéma et histoire à présent. À la veille de l'ouverture du 63e Festival de Cannes, on va parler d'un film en compétition officielle pour représenter l'Algérie au festival. Or, la loi de Rachid Bouchareb raconte l'histoire de 3 frères sur fond de guerre d'Algérie entre 1945 et 1962. Le film s'ouvre sur les massacres de Sétif et c'est cette séquence qui sera l'objet de notre débat dans un instant, mais d'abord, retour sur la polémique avec Raphaël Pellegrino. Le 8 mai 1945, les gens défilent dans les rues de Sétif. C'est la fête, la guerre est terminée. Les partis nationalistes algériens se sont invités à la manifestation. Ils défilent pour rappeler leurs revendications patriotiques. Mais un policier tire sur un jeune Algérien qui tient le drapeau algérien et le tue. S'en suivront des émeutes entre Européens et Algériens, émeutes sanglantes. On a plusieurs milliers d'Algériens qui vont être tués, suite donc aux 110 Européens tués aussi. On estime que les chiffres tournent entre 3 000 morts côté algérien et au moins 15 à 20 000 morts. Ce sont les chiffres, eux, donnés par les historiens. L'Algérie est au cœur des préoccupations du réalisateur Rachid Bouchareb qui a connu le succès avec son précédent film Indigène. Les premières images de sa nouvelle création reviennent sur les massacres de Sétif, une évocation qui déplaît au député UMP Lionel Lucas, qui a même taxé le film de négationnisme, rejoint en cela par un collectif d'extrême droite. Une situation intolérable pour un collectif d'intellectuels qui s'en est publiquement ému. La Ligue des droits de l'homme dénonce les pressions exercées. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en France, en 2010, on saisit la défense pour faire un rapport sur un scénario? Mais on a l'impression d'être sous Staline en plein dans les années 50. C'est absolument incroyable qu'on en soit là. Et que des hommes politiques aient aussi peu conscience qu'ils sont en train de tomber dans tous les travers de la dictature en procédant de cette façon-là. À ce jour, personne n'a encore vu le film qui sera diffusé en sélection officielle à Cannes le 21 mai prochain. Ce sera alors au public et au jury du festival de juger. Il est à l'origine de cette polémique et proteste contre ce film. Notre invité, le député UMP des Alpes-Maritimes, Lionel Lucas, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Avec nous également Françoise Vergès, bonsoir. Vous êtes historienne et co-auteure de Colonialisme et colonisation française. Bienvenue à vous deux. Alors, Lionel Lucas, comment d'abord on peut critiquer, attaquer un film qu'on n'a pas vu? Il suffit simplement de lire. Ah. Lire les déclarations du réalisateur qui annonce très clairement qu'il va rétablir la vérité historique, qu'il va consacrer 30 minutes dans son film de 2 heures sur ces événements, indiquer qu'il rendra hommage aux porteurs de valises du FLN, c'est suffisant pour attirer l'attention. Dire aussi qu'il produira son film pour la première fois au public le 8 mai prochain à Sétif. Ça aurait dû être fait cette semaine, c'est ce qui était annoncé en tout cas au mois de septembre, c'est ce qu'il a déclaré lui-même dans un journal algérien. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous dérange dans ce film qui, on rappelle, n'est pas un documentaire? Non, mais c'est ces déclarations très flamboyantes qui annoncent un film finalement très partial sur la base d'un film de fiction. Donc on peut être fondé à s'en inquiéter, surtout que s'il était retenu pour la sélection officielle française, comme ça avait été le cas pour Indigène, ça ne manquerait pas de susciter des réactions. Donc moi, mon principe, c'était pas d'interdire le film, c'était de faire en sorte qu'il ne soit pas sélectionné au nom de la France. Françoise Vergès, est-ce que ça vous étonne, cette polémique? Ça ne m'étonne pas vraiment, c'est pas la première polémique qu'on peut avoir sur un film. Je pense que, si vous voulez, là où ça peut nous être parfois tous, à chacun de nous, désagréable de voir quelque chose, il faut malgré tout l'accepter. Je veux dire, il y a vraiment, d'une part, je pense vraiment qu'on ne peut pas empêcher, je veux dire, tous les régimes, dès qu'on empêche la création artistique, on entre quand même dans des situations dangereuses. Ça, c'est une première chose. D'autre part, quelles que soient nos histoires personnelles, quelles que soient nos mémoires, quel que soit ce qu'on peut avoir ressenti, je pense qu'il faut justement laisser de la place, à travers la création artistique, à des choses qui peuvent nous heurter, mais qui aussi, avec lesquels on doit dialoguer. Il n'y a pas une seule mémoire, il n'y a pas une seule manière de voir les choses. Justement, sur ce point, Lionel Lucas, au-delà de la précision historique ou pas de ce film, est-ce que c'est aux politiques de juger le travail d'un cinéaste? Et pourquoi pas? À quel titre on serait empêché
de s'intéresser à un film qui justement prétend à une vérité historique. Je le répète, au départ, c'est pas annoncé comme un film de divertissement, c'est un film qui doit rétablir la vérité historique. Et moi, je partage ce que vous avez dit, madame. Nulle intention pour moi d'empêcher quoi que ce soit. Le film de Bouchareb. Donc qu'est-ce que vous demandez? Alors vous ne demandez pas qu'il soit interdit ni qu'il soit pas diffusé au Festival de Cannes. On a simplement voulu, en alertant avant le Premier ministre et le ministre de la Défense, qu'il ne soit pas dans la sélection officielle française. Parce qu'un film qui ouvertement prend une position qui est contre ce qu'a été la France, ça susciterait beaucoup. Quand vous dites contre ce qu'a été la France, la polémique, elle table sur un événement particulier, ce sont les massacres de Sétif. Et qu'est-ce que vous reprochez sur ce point-là? Pas seulement, quand on prétend rendre hommage aux porteurs de valises du FLN, ce sont des traîtres, madame. C'est ni plus ni moins comme de l'autre côté algérien, on considère les harkis comme des traîtres. Quand vous êtes l'auxiliaire de l'adversaire, vous êtes un traître. Donc c'est effectivement un film qui défend une thèse, c'est son droit le plus absolu, mais on a le droit de le contester. Qu'on ait le droit de contester, c'est tout à fait possible. Maintenant, si vous voulez, on ne peut pas parler... rappelons que la guerre d'Algérie est perçue de toute façon comme une opération de police, est appelée une opération de police par l'État français. Les porteurs de valises, ce sont des personnes qui pensent que les Algériens avaient le droit de demander plus de liberté et plus d'égalité. Pas seulement. Ce sont des gens qui portent des armes aussi, madame. Mais qui portent des armes parce qu'on est arrivé aussi à cela. Je veux dire, c'est le contexte. On est arrivé à ça, mais je veux dire, il y a eu une guerre, et 25 000 jeunes Français ont été faire leur service militaire et sont morts aussi grâce à ces gens. Mais pas grâce à ces gens, c'est aussi parce que qui ont été de l'autre côté. Et c'est une guerre qui a divisé la France. Mais on est bien d'accord. C'est une guerre qui a divisé la France. Elle n'a pas simplement divisé les Algériens, elle a aussi divisé la France. Bien sûr. Et en France même, et on le voit bien, que toute l'histoire coloniale est encore quelque chose qui traverse la France avec des mémoires confrontées. Il faut donc, bien sûr, qu'on puisse dépasser cela un jour. Dépasser, pas au sens de l'oublier. Dépasser et de comprendre qu'il y a eu des personnes qui étaient peut-être pour, qui trouvaient que la colonisation avait des effets positifs, et d'autres qui disaient, même si l'on compte le nombre de ponts, de routes et d'hôpitaux et d'écoles, il y a quelque chose qui n'est pas justifiable. Donc on est là dans un débat. La guerre d'Algérie a profondément divisé la France. Profondément. Elle a failli même... Elle marque encore les esprits et les cœurs aujourd'hui. Elle a porté même sur le sol français ce combat. Donc elle a profondément heurté. Et nous vivons avec cela. Et nous devons aujourd'hui, cette guerre qui continue à vraiment traverser les mémoires et la conscience et la politique, le politique au sens profond du terme, il faut vraiment qu'on la confronte. Est-ce qu'on n'est pas en train de se cacher là, les yeux, de dire on ne regarde pas, c'est des trous noirs de l'histoire qu'on ne doit pas aborder? Ce qui est exaspérant pour la grande majorité des Français, c'est d'avoir toujours des films qui ne sont que dans un seul sens. Moi, je reconnais parfaitement le droit à l'indépendance. C'était quelque chose d'inéluctable. Vous allez nous faire un film alors, bientôt? J'aimerais bien qu'il puisse y avoir aussi un film sur les massacres de Pieds-Noirs et de Harkis le 5 juillet 62 à Oran. Mais il n'y en a pas. Donc la vision... On peut les faire. Oui, mais on ne les fait pas. Oui, mais... On les fait que dans un sens. Et comprenez aussi, madame, que ceux qui ont vécu ces événements, et vous irez parler à des familles qui ont perdu leur fils en Algérie, alors qu'ils étaient normands, auvergnats, et qu'ils n'en avaient rien à faire de l'Algérie. 25 000 jeunes qui ne sont pas revenus. Ça compte. Donc on n'a pas le droit non plus d'insulter les autres mémoires. Non. Écoutez, personne n'insulte. Il faut respecter toutes les mémoires. Personne n'insulte. Oui, mais parler de massacre de Sétif, 45 000 victimes, c'est absurde. Enfin, on ne va pas compter les morts de ces victimes. Non, on ne va pas les compter quand ça arrange, on ne les compte pas. Le mensonge de Katyn, il a fallu 50 ans pour le dénoncer. C'est un chiffre qui n'est fondé sur rien. Il y a beaucoup de massacres qui n'ont pas été dénoncés aussi. Je veux dire, il y a eu des choses terribles à Madagascar, terribles qui n'ont pas été suivies pendant longtemps. Donc on pourrait faire une liste sans fin. En 2005, aujourd'hui, ça prouve qu'il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre, comme on veut faire Je ne pense pas, si vous voulez, je veux dire le film, mais non. Quand on voit la 317e section de Pierre Schlendorfer, c'est pas une histoire exacte de la guerre du Vietnam. Quand on voit Apocalypse Now, c'est pas une histoire de l'Indochine. Quand on voit Apocalypse Now, parce que c'est ce que fait Bouchareb aussi. Il parle de Vietnam en montrant des villages rasés par l'armée française personne n'avait demandé à Francis Ford Coppola de raconter dans Apocalypse Now
confondre la guerre du Vietnam avec je veux dire, tout est. Je veux dire, quand on est vraiment. Coppola est contre la guerre du Vietnam, donc il donne le point de vue de ceux qui sont contre la guerre du Vietnam. Ceux qui l'ont fait, la guerre du Vietnam. C'est autorisé. Bah oui, c'est autorisé, mais on a empêché les gens d'aller voir Béret Vert de John Wayne aussi. Non, mais personne n'a été empêché. Vous avez eu tous les films de Rambo qui est sûr. On ne va pas refaire tous les films. Je vais juste préciser la position de la France, c'est important, parce qu'en 2005, la France a reconnu quand même que les massacres de Sétif étaient inexcusables. C'est le mot qu'a employé. Ah bah l'ambassadeur, c'est un représentant de la République française. Oui, l'ambassadeur. Bah écoutez, il parle donc. C'est M. Hubert Collin de Verdière qui parle au nom de la France, qui a parlé de tragédie. Qui est plein d'idées d'ailleurs, puisqu'il a des idées pour célébrer aussi la. Le chef de l'État a reconnu que la colonisation avait eu des effets qui étaient vraiment problématiques. Il a parlé du système colonial qui était effectivement dénonçable, critiquable. Ce sont des systèmes qui vont entraîner des choses violentes. Les personnes, je veux dire, quand on est colonisé, on est dans une situation extrêmement violente. Il y a une oppression. Enfin, madame, ne me parlez pas. Je veux dire, quand vous me parlez... Vous savez très bien qu'il n'y avait pas qu'un problème de décolonisation, que derrière, il y a les Américains, il y a les Soviétiques. Tout ça, en 1945, il y a les services britanniques. Il ne fait pas un documentaire. Bouchareb ne fait pas un documentaire. Je crois qu'on va pas pouvoir faire un documentaire. Il y a le film. Moi, je vois des films qui sont des mensonges sur des situations que je connais. Je vois des films qui sont des mensonges sur même une histoire personnelle que je connais. Eh bien, je ne peux pas m'enflammer chaque fois. Je me demande, qu'est-ce que moi je fais? J'écris des livres, je contribue, je fais des conférences. C'est pour ça qu'il y a un débat ce soir, justement, et qu'on a l'occasion d'en parler. Mais dernière question, Monsieur le député, est-ce que vous êtes conscient que cette polémique ne fera que profiter à la sortie du film en salle le 22 septembre prochain? Mais bien sûr, et puis ça lui permettra peut-être même d'avoir un prix. Mais c'est pas grave, ça. Ce qui était important, c'est qu'il ne représente pas la France. Ensuite, il doit permettre le débat. Il représente l'Algérie au Festival de Cannes. Et qu'il permette le débat et la confrontation des points de vue plutôt que des affirmations gratuites, tant mieux. Bonne nouvelle. Je suis désolée. Non, je sais, mais je pense que ce sont des films importants, puisque je pense qu'il faut justement que toutes ces mémoires qui ont été quand même enfouies, elles émergent, elles vont nous déranger. Merci beaucoup. Elles vont nous déranger. Merci beaucoup, qu'elles nous dérangent. Madame Vergès. La dernière page de ce journal est consacrée, écoutez-le aussi, un sujet important. Il nous concerne tous, Monsieur le député, c'est le financement des retraites. Aujourd'hui, les données, les résultats fournis par le COR, le Conseil d'orientation des retraites, sont plutôt inquiétants. On apprend que travailler plus longtemps ne suffira pas à combler les déficits. Notre invité, justement, c'est le président du COR, Raphaël Hadas-Lebel. Mais d'abord, regardez les différents scénarios possibles avec Aurélien Romano. Même les hypothèses les plus dures du Conseil d'orientation des retraites ne suffiront pas à combler les déficits des caisses. Le Conseil a planché sur les 3 hypothèses les plus dures pour les salariés. Dans tous les cas, le besoin de financement du régime général est très loin d'être satisfait. Première hypothèse, la durée de cotisation passerait de 41 annuités et demie à 43 annuités et demie. Cette hypothèse couvre 15% des besoins de financement évalués à 64 milliards d'euros en 2050. Le relèvement de l'âge de départ à la retraite de 60 à 63 ans, cette seconde hypothèse ne couvre que 27% des besoins de financement. Et la troisième hypothèse combine ces deux mesures, 43 annuités et demie et 63 ans pour l'âge de départ minimum. Elle ne couvrirait que 36% des besoins de financement en 2050. Des hypothèses dures pour un résultat si mitigé, même au sein de la majorité, on ne cache pas sa stupéfaction. Je suis un petit peu étonné, donc on va dire quelques mots, mais je crois qu'on va être au diapason du temps. Quelles autres pistes alors? Revoir tout le système? Il faudra que dans les années prochaines, on rediscute de financement de la protection sociale, du vieillissement en général des Français par rapport à d'autres ressources peut-être, et d'autres bases. Et là, ça va demander un débat dans un premier temps et un certain courage des uns des autres. Quand je dis les uns les autres, c'est qui? Ce ne sont pas que, d'une part, le gouvernement, mais aussi les partenaires sociaux et l'ensemble des Français. Les syndicats doivent fournir leurs propres hypothèses de financement à partir du mois de juin. Raphaël Hadas-Lebel, bonsoir. Bonsoir. Président du COR, bienvenue à vous. Alors on précise d'abord que ce sont des simulations pour l'avenir qui ont été faites aujourd'hui par le COR. Pourquoi tant de précautions? Écoutez, ce n'est pas des précautions, c'est simplement une présentation de la vérité. C'est-à-dire que nous avons au COR l'habitude souvent de faire des rapports. Des rapports qui ont été débattus au sein du Conseil d'administration du COR, où il y a, comme vous le savez, des députés, des sénateurs, parce que nous sommes un public Sénat, nous avons 4 sénateurs, des parlementaires donc de droite, de gauche, des patrons, des syndicats, des experts. Bon. Là, et nous avons fait d'ailleurs un rapport sur ce sujet, sur le problème de l'adaptation des projections, il y a à peine un mois.
rapport qui avait été approuvé par l'ensemble des membres du corps. Mais il y a eu aussi un autre sujet qui était des simulations sur un certain nombre de mesures. C'est l'objet de et ce présent rapport. je dois dire, parce que je dis la vérité, que Mais sur oui. ce point, il y a eu des désaccords au sein du corps, et en particulier sur certaines hypothèses dont nous parlerons peut-être tout à l'heure, il y avait des avis divergents, en particulier de certaines organisations syndicales, qui ne voulaient même pas au départ que l'on fasse ces simulations. Donc je leur ai proposé que cette deuxième partie du dossier prenne la forme non pas d'un rapport mais d'un dossier et qui serait présenté sous ma responsabilité de président du corps par le secrétariat général. C'est bien pour ça que nous vous avons êtes là, fait. Donc c'est pas une exactement. précaution, voilà, c'est la réalité. Et peut-être que ces syndicats, ils rechignent en tout cas à parler de ce scénario qui est le plus mauvais, en tout cas pour les salariés, parce que si on travaille pendant 45 ans contre un peu plus de 40 ans aujourd'hui, on recule l'âge de départ à la retraite de 60 à 63 ans, et bien rien, seulement un tiers ou la moitié du déficit peut être couvert. Ça, ce ne sont pas des efforts qu'on demande, c'est un sacrifice. Vous avez pris un exemple comme ça. C'est vrai que j'ai pris le plus mauvais. Vous avez pris le plus mauvais. Bon, c'est votre droit. Mais je voudrais quand même expliquer aux téléspectateurs, à ceux qui nous écoutent, que certes, c'est une hypothèse qui est particulièrement sévère, mais ce que nous avons essayé de faire, c'est des simulations, c'est-à-dire des expériences. On dit, essayons de voir ce que donnerait comme économie dans le système de retraite telle ou telle mesure. Alors, on a fait 3 familles de solutions. Des solutions qui sont fondées sur l'allongement de la durée de cotisation. C'est le système actuel. Depuis la loi Fillon, on a des durées de cotisation qui s'allongent. Aujourd'hui, on est à 40 annuités et demie. En 2012, on sera à 41 annuités. Et en 2020, normalement, on devrait être à 41 et demie. Et qu'avez-vous constaté? Et donc, on se demandait, qu'est-ce qui se passe si on continue au-delà de 2020 jusqu'à 2050? Alors là, on arriverait à 43,5. C'est une évolution relativement lente et modeste. Eh bien, le résultat est évident. C'est que sur cette évolution lente, les résultats à court terme, c'est-à-dire le bénéfice à court terme que les régimes en obtiennent, est limité. Mais c'est un système de longue durée. En revanche, on a simulé également d'autres méthodes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si, au lieu de faire cet allongement qui se poursuit, plutôt on changeait les âges légaux. Soit âge d'entrée, alors ça c'est un sujet très difficile, parce que les organisations syndicales sont très attachées à la retraite à 60 ans. Avec cette simulation, qu'obtenez-vous? Alors, on obtient effectivement quelque chose entre une 30% et 50% entre 2030 et 2050. Si on fait des simulations de déplacement de 2 à 3 ans de l'âge d'ouverture des droits et de l'âge du taux plein. Bon, alors vous dites, ça ne couvre qu'une partie. C'est vrai. Ça ne couvre qu'une partie du déficit que nous avons constaté il y a un mois. Sauf que c'est naturellement une étape. Je crois qu'il faut voir que la réforme des retraites, c'est pas quelque chose qui se fera en une seule fois. Et tout le monde, évidemment, le précise. Progressif. Adèle Sebel, dernière question. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui aux syndicats qui vous reprochent, à travers ces scénarios, de préparer l'opinion à des mesures très difficiles? Non, alors on ne prépare pas l'opinion. Je le répète. Et ils étaient d'ailleurs d'accord, finalement, pour qu'on le fasse. Simplement, ils ne voulaient pas prendre la responsabilité d'accepter. Donc nous avons fait ces rapports simplement parce qu'on met sur la table les simulations, et ensuite on va voir qu'est-ce qu'on va choisir. Mais il vaut mieux choisir les yeux ouverts que les yeux fermés, savoir ce que ça rapporte. Alors, il faut savoir aussi, le rapport le dit, il n'y a pas que les problèmes de durée et d'âge, il y a d'autres leviers, qui est le total des ressources qu'on apporte au système, qu'il faut regarder, c'est un deuxième levier. Puis aussi le problème de l'évolution des pensions de retraite. Il faut jouer sur ces 3 leviers. On fera une réforme progressive, il faudra aller dans le bon sens, et ça ne sera pas tout de suite. Des pistes, et des pistes seulement que vous avez proposées. On rappelle que vous êtes une structure indépendante avec des profils très différents. Absolument, il n'y a aucune proposition. Syndicats. Il n'y a aucune proposition. Aucune proposition. Vous nous avez parlé des pistes, on a retenu le message. Voilà. Merci beaucoup, Adèle Sebel. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous sur Public Sénat tout de suite. Et déshabillons-les autour du patron des députés UMP, Jean-François Copé. Tout de suite après, conversation d'avenir. Belle soirée à vous. Publicsénat.fr devient le portail de l'information politique. Dès à présent, vous pouvez suivre l'actualité politique et parlementaire en temps réel. Conversez, réagissez et participez à tous les contenus du site. Et toujours la chaîne Public Sénat en direct, 24 heures sur 24, comme l'ensemble de vos émissions en VOD, en accès gratuit et illimité.
Personnellement, je pense comme beaucoup de mes amis députés que quand une réforme réussit, c'est d'abord, bien entendu, grâce au président de la République, grâce aux ministres et au Premier ministre qui les portent courageusement. Et puis c'est aussi, parfois, un tout petit peu, grâce aux députés et aux sénateurs qui, après avoir travaillé le texte, parfois l'améliorer, viennent sur le terrain tous les jours dire aux Français « on continue parce que c'est ça qui est bon pour la France ». C'est dit avec humour, mais on sent poindre quand même une once de critique. Depuis 3 ans qu'il est le chef des députés UMP, quelle est la stratégie de Jean-François Copé? Comment se démarque-t-il de Nicolas Sarkozy et quels sont les ingrédients de son style? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, en tout honneur, celui qui se déclare déjà candidat pour 2017, avec nous 4 invités. Frédéric Dumoulin, journaliste à l'AFP et co-auteur avec Solène Deroyer de ce livre Copé, l'homme pressé. Voilà, au moins c'est clair. Hein. Enquête sur celui qui veut la place de Sarkozy. On verra donc comment il s'y prend dans l'émission. Michaël Darmon, vous suivez l'Élysée pour France 2 et on compte sur vous pour décrypter les relations entre Jean-François Copé et Nicolas Sarkozy. Gilles Masson, publicitaire, qui va nous expliquer la manière dont Jean-François Copé construit sa marque. On verra comment il s'y prend. Et Denis Bertrand, sémiologue à Paris 8, avec qui on va analyser le style de celui qui promettait il n'y a pas si longtemps que ça qu'il ne ferait plus de langue de bois. Alors on va voir si c'est vrai et on va commencer avec un exemple d'actualité, celui de la burqa, puisque je le rappelle, Jean-François Copé est le promoteur d'une interdiction totale de la burqa et qu'il a obtenu gain de cause face à d'autres à l'UMP qui étaient pour des solutions plus nuancées. Du coup, depuis des mois, il fait le tour des plateaux de télé pour expliquer sa solution. Un exemple chez Thierry Ardisson face à une femme entièrement voilée. Je suis évidemment très respectueux du fait que chacun appartienne à une communauté religieuse, associative, politique, mais à une condition, c'est que les règles de la communauté soient subordonnées aux règles de la République. Pas égales aux règles de la République, subordonnées aux règles de la République. Et parmi les règles de la République, il y a celle du vivre ensemble. Or, pour que l'on puisse vivre ensemble, il faut que l'on connaisse l'identité de l'autre. Et le premier élément de l'identité, c'est le visage. Permettez-moi de vous dire, s'il vous plaît, que en France, ceux qui représentent l'islam, comme étant Dalil Boubaker, je suis désolée, il n'a aucune science déjà pour affirmer qu'il n'a aucune science. Quelle science? Il est quoi? Il a été élu, madame. Oui, il était élu. Et oui. Et figurez-vous que dans nos Mademoiselle. Excusez-moi. Non, mais c'est pas grave, c'est juste un cliché. Non, c'est pas un cliché, Si, c'est parce que comme je... Vous pensez tous qu'on est mariés. Non, mais je pense rien, madame, ne m'agressez pas, je pense rien. Pas, mais... Ma difficulté avec vous, je me permets de vous le dire, c'est que c'est extrêmement difficile de discuter, si je puis dire, d'égal à égal avec quelqu'un dont on ne voit pas le visage. Difficile de débattre face à une femme dont on ne voit pas le visage. Difficile aussi parfois